En fait, on peut remarquer qu'il n'y a pas vraiment une contradiction dans les visions de ces trois auteurs, ils sont plutôt complémentaires. Généralement, selon ces auteurs, la stratification sociale et la distribution injuste des biens constituent la plus difficile question à laquelle la société fait face. Développer une conscience critique et une conscience de l'oppression est une façon de reprendre du pouvoir sur sa situation. Il considère en plus le développement de la conscience critique comme étant à la fois un objectif, un processus et un résultat de la démarche d'empowerment. Ces auteurs voient le développement de la conscience critique, la réduction de l'autoculpabilisation, la capacité d'assumer la responsabilité individuelle pour le changement et le renforcement de l'efficacité personnelle comme facteurs primordiaux pour la démarche d'empowerment. Selon ces auteurs, la conscience critique se développe sur plusieurs étapes. Elle commence par la prise de conscience d'un problème par l'individu. On parle ici des consciences individuelles. Ensuite, ce processus amène au développement d'une conscience collective, quand la personne comprend qu'elle n'est pas seule à avoir un problème. L'étape subséquente est l'acquisition de la conscience sociale. C'est la façon dont la société est organisée qui influence les problèmes individuels ou collectifs. Cette étape permet la réduction de l'autoculpabilisation. Et finalement, la conscience politique suppose que la personne comprenne que la solution des problèmes d'ordre structurel passe par le changement social. Maintenant, regardons comment, en fait, l'approche interculturelle s'articule dans une perspective d'empowerment. En effet, les deux approches se fondent sur... ça veut dire quels sont les éléments convergents et divergents dans ces deux approches. En effet, les deux approches se fondent sur la reconnaissance des droits humains de l'individu. Il s'agit notamment du droit à l'égalité et à la non-discrimination. Le dialogue est au cœur de la perspective d'empowerment comme de celle interculturelle. Cependant, contrairement à l'empowerment qui, à travers le dialogue, cherche surtout à favoriser l'émergence de la conscience critique chez les individus concernant l'injustice sociale, les rapports sociaux non égalitaires et les contraintes structurelles qui affectent leur vie, l'approche interculturelle ne vise pas l'analyse des conditions de vie des personnes en vue de faire émerger leur conscience critique sur les forces sociales. Le projet, maintenant. Alors, le projet, comme c'est déjà dit, est effectué entre septembre 2014 et avril 2015. Lors de ce projet, j'ai rencontré 7 personnes en individuel. Elles étaient arrivées entre 3 jours et 5 ans d'horizons divers. Le nombre de rencontres, c'était entre 2 et 18. Le document que j'ai produit, c'était l'évaluation psychosociale avec chaque personne, le plan d'action, note d'évolution, sommaire d'intervention et une grille repère de l'application des deux approches. Ça veut dire, j'ai créé une grille repère où j'ai mis toutes les dimensions, tous les principes qui étaient présents dans le cadre conceptuel et j'ai regardez comment tous ces éléments-là s'articulent dans les 4 phases d'intervention. Syntonisation, début, travail, terminaison. Avec chaque personne, ça a été un tableau de 12 pages qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de présenter. Et compte tenu des restrictions de temps, je vais présenter la situation d'une seule personne aujourd'hui parmi 7 rencontrées. Il s'agit de Daniela. En fait, c'est elle-même qui a choisi de se nommer Daniela dans tous les documents liés au projet. C'est une femme de 33 ans, mère monoparentale, qui est arrivée à Montréal avec son fils de 22 mois. Elle était arrivée depuis 9 jours d'un pays latino-américain. Daniela avait vécu plusieurs difficultés tant dans son parcours pré-migratoire que post-migratoire. Elle vivait une précarité financière. Elle a eu plusieurs ruptures et frustrations dans ses relations amoureuses. Après le divorce de son mari, l'homme qui est devenu le père de son enfant l'a quitté avant même la naissance de l'enfant. En quête de l'amélioration de ses conditions de vie, Daniela a immigré d'abord en Angleterre, puis quelques mois plus tard au Canada. Elle avait obtenu un diplôme d'ingénieur en alimentation sans expérience de travail.
Daniela parlait un peu français, un peu anglais, mélangeant souvent les deux langues. En arrivant à Montréal, elle a sous-loué la moitié d'une chambre qu'occupait une vieille dame, une compatriote qu'elle ne connaissait pas auparavant. C'est la tante lointaine, la seule personne qu'elle connaissait au Canada qui a fait ces arrangements pour elle. Elle ne savait pas comment gérer sa situation toute seule avec un enfant en bas âge à sa charge. Elle devrait d'abord gérer son stress qui se transférait rapidement à son fils qui pleurait sans cesse. Cela créait le mécontentement chez sa cochambreuse. À cause de sa précarité financière, Daniela ne pouvait pas se permettre un meilleur logement. Elle avait de la difficulté d'amener son fils à la garderie et à se séparer de lui parce que l'enfant pleurait tout le temps, donc il y avait difficulté de séparation avec l'enfant. À cause de ces difficultés, elle ne pouvait pas, mais ce contexte-là l'empêchait de s'impliquer dans les tâches du quotidien ou de faire des démarches pour son intégration socio-professionnelle. Ce problème créait chez Daniela à la fois des sentiments de colère et de culpabilité envers son enfant et d'impuissance face à la situation en général. De plus, elle ne connaissait pas les lois et les droits de la terre d'accueil pour pouvoir se défendre dans différents contextes. Par exemple, sa cochambreuse lui demandait de payer toute seule les factures liées à la chambre, malgré l'entente initiale de les partager à part égale. Ses connaissances limitées du français et de l'anglais ainsi que du code culturel de la société d'accueil freinaient à son tour la possibilité de trouver un emploi et d'améliorer de la sorte ses conditions de vie. Alors, comme nous avons pu le constater, tous ces besoins-là sont interdépendants et il fallait agir simultanément sur tous ces facteurs. Alors, regardons maintenant comment l'approche interculturelle et par la suite l'approche d'empowerment ont été concrétisées dans la situation de Daniela. En ce qui concerne la décentration, lors des rencontres avec Daniela, j'ai vécu des moments de véritable décentration qui exigeaient de me distancier de moi-même, de mes stéréotypes et de mes préjugés, ainsi que de relativiser mes valeurs et mes points de vue afin de pouvoir demeurer neutre par rapport à mes propres référents et mieux comprendre les principes et les valeurs de Daniela. Mon recul identitaire a permis à elle de s'ouvrir et de me confier ce qui est significatif pour elle, sans craindre d'être jugée et désapprouvée. Par exemple, dans la phase de travail, je me suis libérée de l'idée qu'une mère monoparentale nouvellement immigrée avec un enfant en bas âge à sa charge serait trop occupée par ses problèmes du quotidien pour pouvoir s'impliquer dans la cause des femmes. Cet élément, je ne l'ai pas abordé. En fait, Daniela, finalement, elle a accepté, mais je dis finalement, elle n'a pas été imposée, mais je voulais dire qu'elle a été intéressée de représenter les préoccupations des femmes de son quartier dans un comité des femmes. Donc, ça veut dire mon jugement initial interne par rapport à ce qui la pourrait intéresser ou non n'était pas correct. Et c'était bien que j'entendais que Daniela, elle s'exprime elle-même. Je ne sais pas si j'ai été claire ou non. Voilà. Dans le même ordre d'idées, il a été important de ne pas suggérer à Daniela des recettes toutes prêtes à partir de mes propres convictions, mais surtout de l'amener à une meilleure compréhension d'elle-même, de ses valeurs, de ses croyances et de sa réalité. Par exemple, s'abstenir de dire tout de suite que sa cochambreuse n'avait pas le droit d'exiger qu'elle paie toute seule les factures liées à la chambre, de lui parler directement des rapports de force qui caractérisent les relations entre différents groupes ou encore ne pas aborder précipitamment la question de la justice sociale. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle arrive elle-même, il fallait qu'elle passe ce cheminement elle-même pour par la suite pouvoir prendre une décision et assumer elle-même ses propres décisions. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune imposition, aucune influence de ma part, en tant qu'intervenante. Découverte du cadre de référence de l'autre, la deuxième démarche.
L'échange avec Daniela a permis de saisir assez rapidement sa logique de pensée. En effet, ses qualités personnelles ont beaucoup facilité ce processus. Femme courageuse et débrouillarde, autonome et ouverte d'esprit, prête à établir un lien de confiance et de collaboration dans la nouvelle société, elle désirait tout simplement apprendre, travailler et profiter de l'épanouissement de son enfant. Elle cherchait à être utile aux autres et à améliorer ses conditions de vie. Bref, elle souhaitait être comme tout le monde, c'est elle-même qui a dit ça. Dans la société qu'elle avait choisie et qu'il a choisie, elle voulait bien s'y intégrer et désirait progresser. Elle rêvait d'une meilleure vie pour son fils. Dans ses relations interpersonnelles, Daniela valorisait l'ouverture et la chaleur humaine, l'établissement des rapports informels basés sur le sentiment de confiance et d'entraide. En ce qui concerne la troisième démarche, cette phase vise à résoudre les conflits qui se présentent à l'intérieur de la personne ou dans les rapports avec d'autres acteurs sociaux. La négociation ou la médiation suppose un dialogue, un échange dans la recherche mutuelle d'un compromis pouvant satisfaire les parties opposées. Daniela souffrait de conflits intérieurs. D'un côté, c'est une femme respectueuse et reconnaissante, capable d'apprécier et de faire elle-même des gestes de solidarité. De notre côté, elle considère important de faire respecter ses droits. Ainsi, d'une part, elle était reconnaissante envers sa compatriote, la dame âgée qui l'a hébergée avec son enfant en une période difficile de sa vie, et d'autre part, elle éprouvait des sentiments de révolte et d'injustice parce que sa cochambreuse ne respectait pas l'entente exigeante qu'elle défrait seule les coûts de la chambre. Après que sa colocataire lui ait demandé de quitter la chambre, Daniela a décidé d'agir pour défendre ses droits. Dans cette phase de négociation, Daniela a été soutenue dans son analyse de la situation et dans l'établissement des liens entre différentes dimensions de sa réalité. Elle a été encouragée dans la prise de conscience de ses forces et des points à travailler pour prendre des décisions qui font sens pour elle. Alors, pour laisser suffisamment de temps pour l'échange aussi, je vais, en parlant de l'articulation de l'approche empowerment, je vais me baser sur le concept de le bosser uniquement et pas, je ne vais pas parler malheureusement de Ninax et de Lee. Alors, en ce qui concerne l'adoption de l'unité d'analyse acteur en contexte, selon le Bossé, ça a été basé sur les enjeux liés à l'intégration, tels la maîtrise de la langue, l'isolement, la précarité financière, la non-reconnaissance de l'expérience professionnelle et des diplômes obtenus dans le pays d'origine, des problèmes liés au logement, de la méconnaissance des lois et des droits et de la discrimination. Tout ça qui était lié à la situation de Daniela. À son tour, chacune des politiques d'intégration des nouveaux arrivants fédérales et provinciales contient des restrictions importantes. Par exemple, délai de carence de 3 mois quant à la gratuité des services médicaux, longue liste d'attente pour le cours de français, délai de traitement des demandes de prestations des enfants et du remboursement des crédits d'impôt, alors que c'est surtout les premiers mois de leur arrivée que les immigrants ont besoin de plus de soutien. Tout au long de ces 10 rencontres, c'est Daniela qui a défini les difficultés qu'elle vivait et les solutions à envisager. Ainsi, son plan d'action était d'abord axé sur la satisfaction de ses besoins immédiats, tels qu'entre autres obtenir des informations essentielles sur les politiques sociales du Canada et du Québec, faire les demandes de prestations pour l'enfant et pour le remboursement des crédits d'impôt, etc., s'inscrire au cours de francisation, améliorer la compréhension de son rôle parental, connaître ses droits et responsabilités ainsi que le code culturel de la société d'accueil et élargir son réseau social pour ensuite s'engager dans une réflexion sur ses conditions de vie et les sources qui engendrent ces difficultés, prendre position et d'agir. Alors, il faut dire que Daniela a été vraiment perçue comme un sujet, comme une personne, comme un acteur qui doit tout comprendre elle-même, clarifier et décider pour elle-même. Malgré les multiples obstacles rencontrés, Daniela est restée une femme avec beaucoup de ressources personnelles.
ouverte d'esprit, débrouillarde, ayant beaucoup de détermination d'améliorer sa situation. Elle a fait preuve d'une véritable volonté et de capacité de collaboration. À mon tour, en tant qu'intervenante, au cours de l'accompagnement, j'étais attentive aux besoins changeants de Daniela en fonction du contexte dans lequel elle vivait, car le contexte changeait tout le temps aussi et il fallait à chaque fois être flexible et aller avec le contexte, et sensible à son rythme d'intégration. D'ailleurs, le cadre d'accompagnement individuel fut un facteur facilitant la prise en compte de sa singularité et l'adaptation des notions théoriques aux particularités de son contexte multidimensionnel. Lors des rencontres avec Daniela, j'ai abordé au moment opportun divers sujets de discussion concernant les rapports de force qui existent entre différents groupes sociaux. Par exemple, hommes, femmes, majorité, minorité ethnique ou linguistique, classe sociale qui caractérisent les sociétés. En fait, c'était plutôt ces dimensions-là qui touchaient sa situation, passée ou présente. Lors de la phase de terminaison de l'accompagnement, Daniela a souligné un nombre de changements positifs résultant de notre collaboration. Je parle maintenant des retombées du stage. Entre autres, il s'agit de l'occupation entière d'un appartement avec son fils. Avant, c'était moitié d'une chambre, mais même pas une chambre. Elle est arrivée à occuper un appartement avec son fils, développant des relations harmonieuses avec lui. Et elle a dit à la fin que non seulement l'enfant ne pleurait pas quand il allait à la garderie, mais quand elle est allée la chercher à la fin de la journée, l'enfant se cachait pour que la maman ne la trouve pas, tellement il était content, tellement il voulait continuer à jouer, il était bien. Obtention d'une stabilité financière et amélioration des ressources matérielles. En fait, bien sûr, elle n'a pas grandement amélioré sa capacité financière, mais il s'agit ici de la stabilité. On n'a pas le choix que faire la demande d'assistance sociale de dernier recours pour qu'au moins elle ait cette stabilité. Élargissement de son réseau social par le biais notamment de sa participation par un nombre des activités collectives. Amélioration de son français et par conséquent d'où son hausse de son estime de soi en fait. D'ailleurs, l'amélioration de sa situation se reflétait dans une humeur de plus en plus enjouée. Alors, son non-verbal parlait fortement parce qu'au début, quand elle est arrivée, elle pleurait tout le temps depuis la réception. Et maintenant, quand elle parlait des acquis, des retombées, vraiment, elle était souriante, elle était vraiment différente. Mais surtout, je peux observer chez Daniela un développement des consciences critiques individuelles, sociales et politiques. Cette dernière a été concrétisée notamment, comme c'est déjà dit, dans son implication au comité des femmes afin de représenter les préoccupations des femmes de son quartier pour ainsi contribuer à une plus grande justice sociale. Alors, ce qui est ressorti relative à l'application de l'approche interculturelle, c'est que ces principes permettent à la personne de s'ouvrir, de communiquer sa réalité, le sens qu'elle accorde à sa situation et les sentiments qui l'habitent. Cette philosophie favorise un travail mutuel, respectueux et constructif entre les deux parties, ce qui aide certainement à valoriser la personne grâce à une attitude d'empathie et de recherche de compréhension. Cette valorisation est certes importante pour l'amélioration de l'état d'esprit de la personne, de son estime de soi, lui donnant le goût et les forces pour pouvoir avancer dans ses objectifs. Cependant, ce n'est pas toujours suffisant. Cette approche n'est plus opérante quand il s'agit de violations des droits, par exemple. Pour pouvoir aller plus loin et arriver à des changements réels, il faut comprendre les sources qui engendrent les obstacles et les situations difficiles. C'est cette prise de conscience qui permet d'envisager des actions efficaces et c'est là que l'approche interculturelle atteint ses limites. En effet, l'utilisation de la perspective d'empowerment permet d'aller plus loin. Ainsi, ces principes inhérents, notamment la prise de conscience de la personne sur sa réalité, qui est la ressource et l'outil pour la prise de décision et le passage à l'action, et qui se traduit ultérieurement par une meilleure prise de contrôle sur sa situation, constitue un modèle puissant du point de vue pratique et pragmatique, en lui permettant de changer sa situation pour le mieux. En ce qui concerne l'application de la perspective d'empowerment en individuel, elle
présente aussi des avantages et des limites. Son avantage constitue le fait que la rencontre face à face des deux acteurs permet la prise en compte de l'originalité de la personne et du contexte dans lequel elle se trouve. Elle permet aussi à la personne de se sentir plus à l'aise d'aborder des sujets délicats et confidentiels. Sa limite se trouve par contre principalement dans le fait que la conscience critique de la personne se développe plus efficacement et plus naturellement dans un groupe, offrant à ses membres un espace naturel d'échange et d'entraide, dans lequel la personne n'est pas simplement dans une position d'aider, mais où elle peut contribuer à l'intégration des autres. En effet, le groupe permettrait à la personne de se situer par rapport aux autres, de réfléchir avec d'autres personnes se trouvant dans une situation semblable sur les causes des obstacles qu'elle vit et les moyens à envisager pour arriver au changement souhaité. C'est principalement le groupe qui favorise l'implication de la personne au sein de la collectivité et la mobilisation des autres pour produire des changements collectifs. En ce qui concerne la limite organisationnelle, c'est principalement la restriction du temps. Comme l'a bien dit Ninax, l'empowerment prend du temps. En effet, l'intégration dans un nouveau pays et l'augmentation du contrôle sur sa situation se présentant comme un processus, un cheminement, un parcours et supposant un développement, une évolution, une progression, le temps de 60 jours accordé au stage n'a pas été suffisant pour pouvoir suivre pleinement cette transformation. En terminant, ce qui est ressorti de cet accompagnement et de ceux d'autres dans le cadre de la réalisation de ce projet, c'est la confirmation des constats bien connus. En fait, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles choses. Qu'il est possible de contribuer au processus d'empowerment des nouveaux arrivants dans leur processus d'intégration à la société d'accueil quand elles sont respectées en tant que sujets, considérés comme des acteurs dotés de compétences et d'autonomie et non comme consommateurs passifs de services. D'une part, c'est précisément ce respect, cette valorisation et cette reconnaissance de leur savoir et de leur force, et d'autre part, c'est la transparence et l'honnêteté de l'intervenante qui servent de levier pour faciliter l'émergence du processus d'empowerment. Merci de votre attention.